Alexis Kohler a démissionné hier. Il n'est plus secrétaire général de l'Élysée. Ça faisait 10 ans qu'il travaillait avec Macron. D'abord, on va parler de ça parce que c'est vraiment la chute de Macron en ce moment. La chute libre. Et je vais également vous parler de ce qui se passe pour la fille de Brigitte et pour Macron, Tiphaine Ozière. Là, on est vraiment dans des choses très importantes. Il se passe des choses en ce moment à l'Élysée. Et Macron notamment, hier, son secrétaire général Alexis Kohler a quitté l'Élysée pour rejoindre la Société Générale. Ce qui, de mon point de vue, devrait être parfaitement interdit. Vous ne pouvez pas rejoindre comme ça une grande banque en ayant passé 7 ans, presque 8 ans, secrétaire général de l'Élysée. Et avant cela, il était directeur de cabinet de Macron quand il était ministre de l'économie sous Hollande. Donc ça faisait 10 ans que c'était alors celui qu'on appelle dans les articles de presse son jumeau. On l'appelle le vice-président. Alexis Kohler est parti et dans Le Parisien, il y a des confidences qu'il a faites, donc merci de m'en parler, qui montrent quand même l'état de décrépitude de la Macronie. L'ambiance crépusculaire de fin de règne de cette Macronie épouvantable. Ainsi, au Parisien, un proche d'Alexis Kohler déclare « Il en avait ras-le-bol », je cite, « Il voit que tout s'écroule, il ne veut pas être caution de cela, et il ajoute « À quoi bon rester ?» Vous imaginez? C'est le numéro 2 de l'Élysée qui déclare « Il voit que tout s'écroule. À quoi bon rester ?» Il ne veut pas être caution de cela, il en avait ras-le-bol. Il voit que tout s'écroule. Donc on est... Alexis Kohler, c'était vraiment un homme clé de la Macronie, qui avait énormément de pouvoir, alors qu'il apparaît dans des affaires judiciaires, il est mis en examen. Il avait refusé aussi récemment de comparaître devant une commission d'enquête parlementaire, alors qu'il y était normalement obligé. Donc c'est vraiment en plus un homme qui a des casseroles, et qui va là faire du fric à la Société Générale. En fait, il passe d'un banquier à un autre, pour faire simple, parce que Macron est toujours resté un banquier au service des puissances d'argent et certainement pas au service de la France et du peuple français. Mais au même moment, aujourd'hui, ça c'était hier, aujourd'hui, Mediapart a sorti l'info, qui est quand même un véritable coup de tonnerre. Un véritable coup de tonnerre. Vous avez perquisition aujourd'hui dans le cabinet d'avocats de Tiphaine Ozière, la fille de Brigitte Macron, belle-fille d'Emmanuel Macron. Donc, Mediapart écrit que le cabinet, en fait, elle partage à Paris un cabinet d'avocats avec un avocat qui s'appelle Frédéric Moréas. Mediapart écrit qui travaille avec Tiphaine Ozière, fille de Brigitte Macron depuis maintenant 8 ans, depuis 2017. Et Mediapart précise, c'est Emmanuel, je cite, c'est Emmanuel Macron en personne qui les a présentés. Les deux hommes se connaissent bien, donc Macron et Frédéric Moréas, qui a personnellement accompagné Macron à une époque où celui-ci envisageait de créer une start-up. Je lis toujours Mediapart. La belle-fille du président, Tiphaine Ozière, vous suivez, et ce fiscaliste ont créé leur propre cabinet qui s'appelle Challenge Avocat en 2020. Un cabinet dont les locaux sont dans le 8e arrondissement de Paris. Ils ont été perquisitionnés dans le cadre d'une enquête judiciaire visant notamment des soupçons d'arrangements fiscaux en faveur de Souleiman Kerimov, donc un oligarque russe mais qui n'est plus le bienvenu à Moscou, a appris Mediapart de sources judiciaires. Les enquêteurs, je cite, s'intéressent particulièrement aux conditions dans lesquelles un accord fiscal a été conclu en 2019 entre Bercy et une entreprise suisse, Swirou Holding, soupçonnée d'être une société écran de ce Souleiman Kerimov. Des perquisitions ont également été menées ce jeudi, 27 mars, donc hier, au moment où cette vidéo est en direct, dans le cadre de cette information judiciaire à Bercy, au ministère de l'économie de Macron, enfin de son gouvernement, on va dire, d'Éric Lombard, comme l'ont révélé Le Monde, Libération et Mediapart. Donc perquisition à Bercy, ministère de l'économie, perquisition au cabinet de la fille de Brigitte Macron, Tiphaine Ozière, belle-fille d'Emmanuel Macron, le lendemain du départ du plus proche collaborateur et très puissant Alexis Kohler, de son poste qu'il occupait depuis 8 ans de secrétaire général de l'Élysée, alors qu'avant il était déjà le plus proche de Macron, il était directeur de cabinet quand il était ministre de l'économie. Donc on est vraiment dans un truc où on se dit qu'il se passe quelque chose.
des gens sont en train de mettre des bâtons dans les roues à Macron. Tant mieux. Tant mieux. Et d'autres pourraient le faire encore plus. Ce sont nos fameux députés. Parce que si les députés, imaginez un instant, que les députés votent maintenant une motion de censure pour renverser le gouvernement Bayrou. Imaginez qu'ils fassent ça maintenant. À un moment où Macron est déjà affaibli par ses histoires colères, maintenant Tiffaine Ozière, et qu'il est affaibli sur le plan international, terriblement humilié, on va en parler dans un instant, sur la situation de l'Ukraine, avec ce qui se passe. Mais Macron serait obligé, si le gouvernement Bayrou était renversé, de trouver un nouveau Premier ministre, de rechercher un nouveau candidat au poste, de reformer un nouveau gouvernement, de chercher des candidats pour être ministre, de faire des auditions, des consultations, etc. Il perdrait un temps fou. Il serait embourbé dans ses affaires intérieures, neutralisé complètement pendant des semaines et des semaines, voire des mois, et donc il ne pourrait plus dérouler tranquillement son agenda de peur, de manipulation et de guerre. Donc, les parlementaires qui aujourd'hui, les députés, blablatent sur « Oh là là, attention, on va faire un malheur, hein. On va faire un malheur, on a très envie d'éventuellement faire de voter un jour une motion de censure. » Non, il faut arrêter de blablater. Vous agissez. D'accord? Je parle des députés PS, je parle des députés RN. Il paraît qu'il y a aussi des députés LR qui ne sont pas très contents en ce moment. Le camp de Wauquiez, tout ça. Très bien, je m'en fiche. Ça ne m'intéresse pas. Je vous demande juste une chose. Un instant dans votre vie, peut-être, pensez à l'intérêt de la France. Et dites-vous un instant que là, on est en risque de guerre mondiale à cause d'un dingue à l'Élysée. Et qu'il faut trouver tout moyen pour politiquement le neutraliser. Il faut trouver tout moyen pour l'empêcher, l'entraver, le bloquer. Et la motion de censure est un excellent moyen pour ça. Vous ne voulez pas le destituer? Vous avez bien tort. L'article 68 de la Constitution permet de le faire. Mais le RN a bloqué l'arrivée c'était en novembre dernier, l'arrivée de la destitution en plénière de l'Assemblée nationale. Je l'ai encore regretté dans mon discours hier en meeting en Saône-et-Loire. Mais que voulez-vous? Ça, ils ne le feront pas. En tout cas, pas maintenant. Eh bien, motion de censure, vous pouvez le faire. Vous l'avez fait contre Barnier en décembre dernier. Pourquoi vous ne le refaites pas là? C'est maintenant qu'il faut le faire. Maintenant qu'il faut le faire. Non seulement on renversera ce gouvernement de panier de crabes épouvantable, et ils se détestent tous, hein, entre Darmanin, Retailleau, Borne, Bayrou, tout ça. Allez hop, on ne perd rien de toute façon, on aura un gouvernement technique, c'est pareil, c'est mieux d'ailleurs, ils font moins de choses, moins de dégâts, on s'en fiche, on dégage tous ces gens-là, ça c'est une bonne chose. Et deuxième chose, en plus on neutralise Macron, qui est embourbé dans les problèmes, retrouver de tuyauterie, trouver un Premier ministre, un ministre et machin. Voilà, donc je trouve que ne pas agir aujourd'hui, de la part de ces députés, c'est criminel, parce qu'il y a un risque de guerre là, on n'est pas dans du vent, on n'est pas sur un micro-sujet, on est sur un dingo qui est en train de vous expliquer que on est en train d'entraîner la France vers la guerre, on veut envoyer les troupes françaises, etc. Bon, en Ukraine, face à la Russie, enfin tout ça c'est quand même quelque chose qui est quand même gravissime. Et on distingue bien là la vraie résistance dont nous sommes, que vous êtes, que nous sommes ensemble, de ces fausses oppositions, bien évidemment. Alors, on reparlera de Macron là, sur la situation internationale, bien évidemment. Je regarde évidemment vos questions. Aigle 4, quelle loi de finances autorise 2 milliards d'euros pour l'Ukraine? Vous faites référence à l'annonce faite mercredi soir par Macron à l'Élysée, qui était sous le regard attendri de Zelensky, hein, qui était à côté, en conférence de presse. Et comme ça, d'un coup, hop, Macron nous dit au fait, on va mettre 2 milliards d'euros en plus pour l'Ukraine. Le jour même où on a la publication officielle de la nouvelle évaluation de la dette publique française, exactement 3 305 milliards d'euros. Donc plus 2 maintenant, hein, 3 307. Hein, 2 milliards pour l'Ukraine. Comme ça, boum. Alors, on a du mal à sortir 10 millions pour les paysans, on a du mal à sortir 15 millions pour les hôpitaux, on a du mal à sortir 3 millions pour rénover les commissariats ou des gendarmeries dans un état de vétusté épouvantable, on a du mal à augmenter un petit peu les infirmières, les aides-soignants, etc. Par contre, bam, 2 milliards. 2 milliards pour l'Ukraine, c'est-à-dire pour entretenir la guerre et la corruption. Alors, c'est dans quelle loi de finances? Je ne sais pas, parce que le budget a été voté, donc je ne sais même pas comment ils s'en sortent, je ne sais même pas comment ils font, quelle tuyauterie budgétaire ils font, j'en sais rien, je pense qu'ils font à peu près ce qu'ils veulent de toute façon, parce qu'il n'y a pas d'opposition. Voilà. Donc, on est dans une situation inadmissible.
Vous voyez, quand on va marcher là, on va être très très nombreux à la manif nationale, l'Union sacrée pour la paix, ce samedi, il faut venir, hein, très nombreux, ce samedi 29 mars à Paris, Palais Royal, rendez-vous, place du Palais Royal dès 14 h. Le cortège partira à 15 h. Il ira jusqu'à la place Pierre-Laroque. On va manifester contre l'envoi d'armes, contre l'envoi de troupes, contre le projet de la coalition des volontaires de Macron, etc. On va en reparler. Mais on manifeste aussi pour récupérer les 2 milliards et tout le reste. Il est hors de question que l'argent continue d'aller entretenir la guerre et la corruption en Ukraine. Pour aller où? Pour finir où? Dans les poches de Zelensky, de maman Zelensky, de la femme de Zelensky, de la cousine de Zelensky, du cousin de Zelensky, du beau-frère de Zelensky, du garde du corps de Zelensky, du directeur de cabinet de Zelensky, pour qu'ils s'achètent des villas en France, sur la Côte d'Azur, en Italie, etc. Ça va aller, oui. Des montres de luxe, des voitures de luxe, tous les scandales que vous voyez régulièrement. C'est aussi contre ça, hein, si vous voulez, qu'on manifeste bruyamment. Et il faut venir. Il faut faire venir. Il n'y a rien, vous savez, la dernière manif qu'on a faite pour la paix, c'était le 8 mars. Là, il y en a 12 dans toute la France. Mais là, il n'y en avait qu'une seule à Paris. Il y avait énormément de monde, ça a surpris les observateurs. Beaucoup, beaucoup de monde. Il y aura beaucoup de monde, encore plus ce samedi, hein, 29 mars. Dans les jours qui ont suivi, tenez-vous bien, on a été attaqué successivement sur France 5, sur France 2 et par le Parisien. Je me suis dit, c'est très bon signe, on dérange, on gêne, on gêne. Je dis ça à tous ceux qui disent les manifs ça sert à rien. Ils ne prendraient pas le temps de nous attaquer sur France 2, France 5, le Parisien et peut-être tout ce que je n'ai pas vu aussi, parce que ça c'est ce qu'on m'a rapporté ou ce que j'ai vu. Ils ne prendraient pas le temps de nous attaquer comme ça si c'était rien pour eux. Non, non. Là, on a franchi un cap de masse, de gens qui sont là, de bruit qu'on fait, des dizaines de millions de vues sur les réseaux sociaux issus de la manifestation, et ce sera encore plus cette fois-ci, ça les dérange profondément, ça les gêne profondément. Et donc ils attaquent, ce qui est le signe que ça les dérange. Donc il faut se mobiliser. Si vous voulez qu'on arrête d'envoyer la moindre arme, le moindre euro, le moindre soldat en Ukraine, qu'on soit dans une logique de dialogue et de paix, alors il faut se mobiliser extrêmement nombreux, extrêmement nombreux.